Merci d'accueillir notre invité du jour, Océane, dans les studios, s'il vous plaît. Salut Océane, bienvenue. Est-ce qu'on dit Océane ou Océane Hamsler? Qui est ton nom? Ouais. Non, parce que des fois on voit le nom qui a été rajouté, donc je me demandais est-ce que c'était une volonté de ta part ou pas? Rajouté. Oui. Non, du tout. D'accord, Océane. Tu peux même m'appeler OC, vraiment. Allez, quelqu'un de très simple. Très bien. Bon, bienvenue sur Move, en tout cas, bienvenue Merci. dans Bang Bang. Océane, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être encore, t'es youtubeuse, mais pas que. Entrepreneuse aussi maintenant. C'est ça. Mais on va revenir sur tout ça. L'actualité, c'est sur ta chaîne YouTube, une grosse chaîne YouTube d'ailleurs, 1,86 million quasiment 2 millions. de gens qui te suivent. Ouais. C'est bien, c'est beau. C'est beau. Il y a ce documentaire. Alors tu fais plein de formats, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais plein de formats en mode divertissement. Et puis il y a ce documentaire là qui est arrivé il y a quelques jours maintenant. Ouais. Le premier épisode, c'était il y a plus d'une semaine. 3 semaines. Il y a 3 semaines. Ouais. Voilà. 3 épisodes donc, un documentaire qui s'appelle Tu seras heureuse. Ouais. On reviendra dessus pour savoir pourquoi et le pourquoi du comment, même si tu expliques pas mal de choses dans le documentaire, mais pour donner en tout cas envie aux gens d'aller l'écouter. Je propose qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on resitue un peu d'où tu viens, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé jusqu'ici. Les gens ont pu te découvrir, en tout cas le grand public, via la télé-réalité. Il y a quelques années maintenant, tu avais fait Beauty Match, c'est ça? Et puis Les Anges après? Ouais, c'est ça. Ok. Qu'on comprenne bien, à l'époque, du coup, tu n'étais pas encore créatrice de contenu? Non. D'accord. C'était quoi ta vie à l'époque, du coup? À l'époque de Beauty Match? Ouais. À l'époque de Beauty Match, j'habitais à Londres et je vendais des montres, genre chez Grand Seiko à Knightsbridge. Donc, je faisais ça et Beauty Match m'a appelée. Et ils m'ont dit ouais, on aimerait trop et tout que tu partes. Enfin, Beauty Match, ça s'est plus ou moins passé comme ça. Au début, ils voulaient pas de moi parce qu'ils voulaient que des influenceuses et des gens qui étaient connus. Le concept, c'était fallait que tu sois une influenceuse et que tu relooks des gens. Et moi, j'avais personne qui me suivait sur mon compte. J'avais littéralement 700 personnes, tu vois. Donc, je me suis retrouvée avec des gens qui avaient des 50 000 abonnés, des 20 000 abonnés. Et je sais pas, la casteuse, elle m'a bien aimée. Donc, elle m'a dit bon, bah, puisque tu as déjà étudié le relooking, viens faire cette émission. Tu as l'air bien rigolote. Et donc ça, c'était ma première expérience avec la télé. Ouais. T'avais postulé ou alors c'est eux qui sont vraiment tombés sur ton démarché? Ouais, m'ont démarché. Tu sais, et je sais même pas comment ils m'ont trouvé, la vérité. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Mais parce que en fait, j'avais fait une école qui s'appelle l'IDRI. Donc c'est un truc de relooking, ça s'appelle l'Institut du Relooking International, s'il te plaît. Le relooking ça existe ça? Wow. Ça existe, ouais, ça existe. Et du coup, puisque j'étais sur la page Facebook à l'époque et tout, je pense qu'ils m'ont trouvé comme ça. Ok, d'accord. Ouais. C'était quoi tes rêves à l'époque? Est-ce que déjà tu avais des objectifs ou tu y allais vraiment en disant bon, on fait l'aventure et puis on verra quoi? Avec Beauty Match, je m'attendais à rien. Je pense que je voulais juste gagner, franchement. J'avais pas d'idée de ce que ça représentait ou de nécessairement ce que ça allait m'apporter. Mais j'ai toujours voulu me familiariser avec le milieu de l'audiovisuel de toute façon. Donc pour moi, c'était une opportunité d'avoir un premier pas dans un milieu qui me faisait de l'œil quand même. Ouais. J'avais déjà la volonté de faire de la vidéo, puisque avant même de faire ça, j'avais déjà acheté ma première caméra. Je me rappelle, j'avais fait un prêt avec la Fnac et tout, que j'ai jamais remboursé. Donc du coup, c'est possible ça? Non, mais c'est possible. Tu peux faire des prêts. Non, mais attendez. Non, les prêts, oui, je sais que c'est possible, mais ne pas les rembourser. Ah non, mais il y a un huissier qui est venu me chercher. Ah oui, d'accord. Ne vous inquiétée pas, la caméra a été payée plus que payée. Elle a coûté très cher. Elle a coûté très cher. Elle a fait plus cher que le prix de base. Je te jure. Non, j'avais pas d'argent, mais je voulais faire des vidéos à tout prix. Et ça, c'était il y a 6 ans maintenant. Ok. Ouais. Dans ton parcours, puisque tu retraces un petit peu ton parcours aussi dans le documentaire, on comprend vite qu'il y a ton binôme qui est super important dans le parcours. Ton binôme, c'est ton chéri, et puis vous bossez ensemble. Le motif, pour ceux qui connaissent un peu la musique, savent de qui on parle, puisqu'il a beaucoup bossé dans la musique, dans le rap français, en tant que top liner, il était éditeur aussi, je crois. Il est toujours. Il est toujours. Quel rôle il a eu dans ta carrière là? Un rôle crucial, hein, tu sais. J'étais déjà très timide à l'idée de me lancer parce que j'avais pas nécessairement confiance et je savais pas si... J'avais peur en fait, tout simplement. Et pour me lancer sur les réseaux, ou en tout cas pour faire des vidéos, il a été pionnier carrément. C'est lui qui m'a... À l'époque, je filmais avec un iPhone, je me rappelle, je sais plus c'était lequel, 11 je crois. Même je me rappelle, je postais mes vidéos, les gens disaient tes vidéos elles sont trop mauvaise qualité et tout, tu filmes avec ton micro-ondes. J'étais là, les bâtards, les toujours bâtards. des gros termes comme ça. Toujours des gros termes. J'étais triste. Moi je trouve que c'est une très bonne vanne. Franchement, c'est drôle. Mais quand j'étais triste, j'étais non, c'est mon iPhone, c'est mon gars qui me l'a acheté. Et donc non, il m'a toujours énormément
extrêmement soutenu. Et voilà, il a toujours été là depuis le début et il est encore toujours là jusqu'à maintenant, quoi. Sur tous les plans et sur tous les aspects que représente la création. Ouais, on s'en aperçoit bien dans le documentaire et vous êtes vraiment main dans la main. Et en vrai, il n'y a pas de frontière entre le taf et la vie perso, quoi. Zéro. Zéro, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas... Et ça, c'est même une question que je comprends pas. À chaque fois, je suis en mode, mais je comprends pas. Parce qu'en fait, notre dynamique, elle a toujours été basée sur ok, on fait quoi ? Genre, tu vois, ça a toujours été un moteur et on a toujours raisonné avec des projets, en fait, que ce soit dans notre relation ou autre. Donc, on considère ce qu'on fait comme un projet parmi tous les projets qu'on a, en fait. Ouais, et puis ça vous passionne. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de mélanger les deux quand tu fais un job passion que quand tu es caissier et comptable, par exemple. Tu n'as peut-être pas forcément envie d'amener le taf à la maison. Ouais, exactement. En fait, je pense qu'elle est là la différence. Il y a beaucoup de gens qui effectivement ont des jobs qui ont aucun rapport, donc quand ils rentrent, ils veulent juste laisser ça de côté et dire en fait, vas-y, t'as fait quoi aujourd'hui, tu vois. Ouais, je capte l'histoire. Et est-ce que ce documentaire, ça t'a permis de comprendre un peu, parce qu'on voit que dedans, tu parles beaucoup de tout ce que ça te fait traverser, c'est ce côté un peu genre, je veux toujours aller plus loin, c'est toujours plus dur, mais t'es presque un peu jamais satisfaite. Est-ce que après avoir fait tout ce documentaire, t'as l'impression que t'as pris une petite prise de conscience et que t'arrives un peu plus à te détacher par rapport pas l'excès, mais tu vois ce que je veux dire, ce côté un peu d'insatisfaction éternelle. Non. La seule chose dont ça m'a fait prendre conscience, c'est que il y a des choses que je vais faire qui vont pas plaire à certaines personnes et il faut avant toute chose qu'elles me plaisent à moi, en fait. Okay. Et c'est ça que ça m'a fait prendre conscience. Après, le dépassement de soi, ça fait partie de mon caractère. J'ai toujours été comme ça, donc jamais de la vie je vais dire vas-y, on va faire juste un peu. Non. Il y a trop à faire, en fait. Et j'imagine tout ce qui peut être grandiose et incroyable à faire. Et là, on a fait 3 épisodes dont je suis tellement fière. Je me dis what's next, en fait. De ouf. Et quels ont été les retours du coup par rapport au documentaire? Ils ont été extrêmement positifs. Et moi, j'avais quand même peur parce que quand j'ai enclenché le documentaire en début 2024, dans ma tête, je croyais que j'allais exploser en mode on va faire comme 2023, je vais tout péter, comme sur Twitch. Tout était incroyable en 2023. Et là, je suis vraiment partie début 2024 en mode on va tout filmer et montrer aux gens tout ce qu'on fait qui est trop génial. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai été prise d'un gros down. En fait, j'étais surmenée. Avec Olivier, on était que 2, en fait, que ce soit, toutes les parties que représente la création de contenu, que ce soit la négociation, que ce soit, c'est une société, en fait. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses à gérer, et on n'était que 2, et je me suis très vite sentie surmenée, et Olivier aussi. Et maintenant, on a la chance d'être entouré par beaucoup de monde, donc il y a beaucoup moins sur nos épaules, entre guillemets, même si on gère encore beaucoup de trucs. L'envie de filmer l'année 2024, c'était avant ton down? Ouais. Et malgré ton down, tu t'es dit on le fait quand même, on filme quand même? J'ai dit on continue, et j'avais quand même peur. Je me suis dit j'ai peur que les gens l'accueillent mal ou se disent encore une pétasse qui vient chialer sur internet, vas-y, on n'a pas la même vie, pourquoi elle pleure? Et en fait, je me suis dit non, en fait on va le montrer, tu vois. De ouf. Et même c'est libérateur parce que les gens à chaque fois ils disent je les fais rire et j'adore faire rire les gens et c'est un truc que j'aime trop. Mais la réalité, elle est différente sur de nombreux aspects. Après, ce documentaire, il représente même pas un millième de ma vie. C'est juste un extrait, le temps d'un moment, quoi. Justement par rapport au fait de se dévoiler, parce que vous vous dévoilez à mort, toi comme Olivier d'ailleurs. Je me suis demandé en fait en voyant le documentaire, on a bien compris que vous avez pris le parti de documenter tous ces moments de down pour montrer aux gens, regardez, ça arrive à vraiment tout le monde, même si nous on a l'air heureux, on peut être heureux, on peut adorer ce qu'on fait dans la vie, mais ça peut nous arriver. Mais comment on gère ce truc d'avoir toujours quelqu'un qui nous filme? Et comment vous arrivez à rester en fait naturel, à les oublier tout simplement les caméras, parce qu'on voit des moments où Olivier pleure, il a un moment avec des palpitations, des choses comme ça. Toi, il y a des moments où tu pleures aussi, ou des discussions vraiment privées entre vous. C'est très intime. Comment on fait pour oublier ça? Est-ce que vous les oubliez, les caméras? Alors, pour tout te dire, ce documentaire, spécifiquement, il a été filmé par une seule et même personne, qui est Alex Hayes, qui est incroyable. Et on a accordé une confiance, une grande confiance en Alex, du coup, qui nous a suivis. Et il était là, et il fait partie... D'une certaine façon, il faisait partie de la famille, tu vois. Il est là et c'est pas comme si on lui fait tellement confiance que oui, il y a des discussions, puisqu'il est tout le temps dans l'intime, il partage des discussions qui sont des discussions intimes, tu vois. Et sa caméra, on la voit plus. De toute façon, on est tout le temps entouré par des caméras. Olivier, quand il a eu son down et la crise d'angoisse, les palpitations et tout, c'est lui qui a filmé, tu vois. Il voulait filmer et
tu sais, au début, je comprenais pas, même quand il a fait sa crise d'angoisse, là, quand on était à Cannes, il me disait filme. Je disais, mais non, laisse-moi tranquille, je vais pas filmer, tu vois. Et il m'a dit, si, c'est important de documenter. Et j'avoue que sur l'instant, j'avais pas la vision. Ouais. Je dis, là, je comprends pas pourquoi tu veux que je filme. Et en fait, il m'a dit, mais c'est important, les gens doivent voir que ça arrive à des gars comme moi aussi, en fait. Et ça, d'une façon ou d'une autre, faudra que les gens le voient. Et j'ai compris la démarche créative et artistique, en fait, parce que les gens l'ont vu. Les gens ont vu. On a bien vu. Ouais. Tu parlais du fait que ça a été réalisé par Alex Hayes. Ouais. Comment ça s'est passé, en fait, à la fin, quand vous aviez tous les rushs? Comment ça s'est passé, l'étape de on met ça, on met pas ça? C'est plus toi qui as décidé ou bien vous avez décidé ensemble? C'était collectif. Franchement, c'était collectif. Il a fallu raconter une histoire avec ce qu'on avait. Et on filmait. Et pendant quelques mois, on a filmé sans réfléchir, juste en mode on fait ça, viens, il y a ça, viens, un truc, machin. Alors, beaucoup de trucs. Ouais, il y a tellement d'heures de rush, mais même oh là là. Et donc, du coup, il a fallu orienter un petit peu l'histoire et il y avait quand même une sous-teinte de on dirait que là, c'est un peu en train de partir en couille, tu vois. Donc, est-ce qu'on montre pas? Ok, on montre quand même et on raconte quelle histoire avec ça. Et c'est en fonction de l'histoire que tu as envie de raconter que tu composes avec la matière que tu as, quoi. Et il y a des choses que moi, perso, je voulais pas mettre, où je me suis dit, putain, chaud, tu vois, je sais pas si on met ça, je sais pas. Et en fait, tu te laisses porter et tu te dis, est-ce que ça s'est passé comme ça? Oui, vas-y, c'est pas grave, on le met. Et c'est pas grave si les gens, ils ont pas les autres éléments et d'autres éléments de contexte. Tant qu'on raconte une histoire qui correspond à la réalité, c'est bon, quoi. Et quel message exactement tu voulais passer avec ce documentaire? Franchement, je voulais que les gens se sentent moins seuls. Ce que j'avais envie de montrer, le documentaire, il s'appelle « Tu seras heureuse ». C'est comme tout le monde, tu peux traverser des moments où tu te sens seul, où tu te sens moins que rien, où tu te compares aux gens, où tu as l'impression que tu es moins bien, où tu te poses même la question, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, est-ce que je suis vraiment heureuse? Et ces questions-là, tu crois être seule quand tu te les poses et tu te rends compte qu'en fait, tout le monde se les pose. Et tu peux avoir des objectifs grandioses, tu peux bien gagner ta vie, tu peux venir de n'importe où, en fait, et avoir n'importe quel background et toujours traverser ces choses-là, quoi. Et j'avais envie que les gens voient ça. On avait une petite discussion en antenne avec Océane, on lui expliquait ce qu'était un équi-coach. C'est un coach qui arrive à via les émotions d'un cheval, décrypter ce que nous on dégage, voilà, tout simplement. Et Océane nous disait, avec moi, je pense que le cheval, il m'écouterait pas, il dégagerait. Est-ce que tu as envie de tester l'équi-coach? On va le faire dans pas longtemps. Non, on t'emmène avec nous si tu veux. Mais moi, j'ai peur des chevaux à la base. Moi aussi, j'aime pas. Ils sont trop gros. C'est vrai qu'ils sont musclés. Justement, il disait qu'en général, c'est les gens qui ont peur des chevaux qui ont la meilleure réaction. Ah ouais? Ouais, c'est dire. Après, moi, tu sais, le cheval comprend. Bon, on est avec Océane, en tout cas, qui vient de sortir sur YouTube un documentaire en 3 parties. Ça s'appelle « Tu seras heureuse ». On revient évidemment sur ta vie, sur ta carrière. Il y a pas mal de choses. Puis ça repart vraiment au tout début. On parle de l'enfance. Il y a des moments un peu plus sombres, un peu moins happy. Ah, moi, j'ai pleuré. Quand tu parles notamment de ton papa, qui avait, tu le dis, donc on dévoile rien, des problèmes avec l'alcool. Ouais. Est-ce que toi, tu as un rapport particulier aujourd'hui avec l'alcool? Le fait d'avoir vécu avec un père qui réagissait pas forcément avec l'alcool. On sait que souvent les enfants de gens qui ont des addictions comme ça, parfois sont complètement rebutés avec ça. Je te demande ça parce qu'il y a dans ton parcours entrepreneurial, l'année dernière, il y a eu un projet où tu as lancé du vin en canette. Ouais. En France, on va revenir là-dessus dans quelques minutes, mais du coup, est-ce que toi, tu as un rapport particulier avec ça? Non, dans le sens où ces problèmes sont pas les miens, tu vois. Ouais, bien sûr. Ces problèmes sont pas les miens. Et très tôt, genre, je sais pas, je crois que j'avais 8 ans, mon père, il a plus fait partie de ma vie, genre, quand j'avais 8-9 ans. Okay. Donc après, peut-être que c'est l'histoire de la vie, le comble de la vie qui fait que j'ai choisi ce parcours. Mais en aucun cas, ces soucis à lui m'ont impacté moi ou m'ont fait prendre des décisions. Enfin, c'est vraiment ses problèmes à lui, quoi. Okay. Après, je pense que oui, il y a les problèmes d'alcool, mais il y a aussi d'autres soucis qui contribuent à tout ça, quoi. Mais j'ai pas développé de peur ou de phobie ou de non, je reste loin. Ou à l'inverse d'addiction. Ou d'addiction, non. Okay. C'est vraiment, j'ai pas pris cette décision entrepreneuriale sur base de ses traumas à lui, quoi. Ok. Tant mieux, quelque part. Ouais. Il y a eu, je le disais, ce projet du coup avec ton équipe, donc ton chéri aussi en fait partie. Maison Bagarre, c'est ça, Maison Bagarre. C'est une marque de vin en canette que tu as voulu lancer en France. Il faut savoir que le vin en canette, ça existe déjà dans d'autres pays, mais ça n'existait pas en France. Non. Enfin, si, ça existait. Ah, ça existait déjà? Il y a 2-3 marques en France qui existent. Pourquoi tu as eu envie de te mettre là-dedans? Est-ce que c'est une passion déjà pour la boisson? C'était
juste vraiment l'idée d'avoir passion pour la boisson. mais non, mais je veux dire, on peut aimer le vin, comme on aime la bonne bouffe. Il y a les kiffeurs de vin là, ils tournent. Non, moi je fais partie de cette team-là. Je tourne et tout, je tourne, je sens. Non, je fais partie de cette team-là, mais ouais, il y avait une décision. Pardon, c'était quoi ta question par rapport à ça ? La question, c'est pourquoi être parti sur ce produit en canette. Non, enfin, même ce produit-là, t'aurais pu vendre des tonnes de choses. Oui, totalement. T'aurais pu proposer des tonnes de choses. J'imagine qu'il y a des tonnes de choses qui t'animent. Pourquoi avoir choisi ça ? Il y a un mélange de tout. Il y a du challenge forcément parce que quand tu dis je vais faire une marque de vin en canette, les gens disent en France, une marque de vin en canette, le pays de la bouteille. C'est vrai que je te jure, on disait ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'est dit la même chose. Je sais. Mais moi, je connais les gens. Et en fait, déjà, si c'est un challenge, ça m'intéresse parce que je suis comme ça. Et en fait, j'ai véritablement été passionnée par des histoires de... Tu vois, je raconte dans le documentaire je suis une grande consommatrice de Shark Tank, qui est une émission dans laquelle tu as des entrepreneurs qui racontent leur vie et tu as plein d'autres entrepreneurs qui décident d'investir ou non dans leur business. Et il y a une histoire qui m'avait vraiment marquée, c'était celle Beatbox. Et ça m'a trop fascinée. J'ai dit, attends, putain, mais c'est trop bien en fait de revoir le contenant d'un truc, machin. Ah, qu'est-ce qu'on a en France qui fait ça ? Et là, j'ai vu qu'il y avait quelques marques qui vendaient du vin en canette et j'ai trouvé le principe génial. Donc j'ai commencé à consommer un peu justement la concu et de voir un peu bien l'étude de marché. Les hops, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Et j'ai regardé et franchement j'ai pas trouvé ça vraiment chouette ce qu'ils faisaient et je me suis dit en fait il y a trop un boulevard, on peut révolutionner ça, d'autant que je veux dire à l'inter ça se vend mais comme des petits pains, tu vois, c'est pas bizarre pour eux de consommer du vin en canette. Alors c'est pas tout le monde, t'achètes pas du vin en canette nécessairement pour mettre à table ou quoi, mais je veux dire t'as plein de gens qui le consomment pour différentes occasions, ça peut être des pique-niques, au carnaval de Rio. Voilà, non mais exactement, les festivals, les trucs, les machins. Enfin ça se fait quoi, c'est pas bizarre pour eux. Et donc je me suis dit on va essayer de faire un bon vin en canette parce que j'en ai pas goûté jusqu'ici en France. Du coup on découvre toute l'aventure entrepreneuriale, les hauts comme les bas, et même, j'imagine que vous avez découvert plein de trucs parce que c'est pas juste poser ton nom et ta marque sur quelqu'un qui développe déjà ça, vous avez tout créé de A à Z. Ça a été quoi les plus gros downs de cette aventure en fait? Oula, il y en a eu, franchement, je sais pas à date si je peux tout te raconter. En tout cas, le plus gros down, tu sais, ce truc où vraiment, parfois tu as déjà des mauvaises nouvelles et puis ça s'ajoute et il y a eu des moments de découragement. Ouais, il y en a eu, parce que franchement, il y en a eu pas mal. Il y a... tu sais, ne serait-ce que la liberté d'expression, je vais pas te cacher, moi, le truc qui a été le plus gros problème pour moi, c'est la communication. Ouais, ça, c'est un gros souci. Tu vois, quand on a commencé Maison Bagarre, on savait évidemment qu'il y avait la loi E20 qui encadrait la façon promotion, la promotion d'alcool. Et je le savais depuis le début et on a toujours souhaité être éthique dans nos communications, tu vois. Il n'y a pas un moment où on s'est dit on va se bourrer la gueule et on va montrer... Non. On a toujours voulu être raisonnable. Mais le truc, c'est que tu vois, ils ont voulu très vite dans les médias vulgariser un peu l'activité, alors qu'on est nommé au Védor, je tiens à le dire. On est des quelqu'un. C'est quoi les Védor? On est des quelqu'un. Non, c'est si tu veux, c'est une compétition. Les Awards du vin. Voilà un peu. Okay. Voilà, c'est les Awards du vin. Les Védor. Un peu de respect sur Maison Bagarre, bordel. Donc non, on a toujours pris ça très très au sérieux, mais c'est vrai que les médias ont voulu un peu rendre le truc sensationnaliste. Une influenceuse qui vend de l'alcool. Ouais. Tu vois, un peu comme si j'étais une sorcière, alors que j'avais juste la volonté de vendre un produit adapté à un public adapté, tu vois. Genre moi, je consomme du vin, je le vends à des gens qui en boivent. Il n'y a aucune volonté de pervertir la jeunesse. De pervertir la jeunesse. Non, je ne m'adresse pas à eux. Et je savais en toute connaissance de cause, quand on s'est posé, qu'on a dit on va vraiment faire ça. Si on fait ça, ça veut dire que on ne parle pas à tout le monde. Mais est-ce qu'on a envie de parler à tout le monde à ce moment-là? Non, moi, quand j'ai envie de proposer ça, j'ai envie de m'adresser aux gens qui vont consommer le produit. Tout en sachant que ce n'est pas tout le monde qui va l'acheter. Mais c'est une activité qui m'a passionnée et que malgré les challenges, malgré les embûches, j'ai voulu relever. Alors après, c'est vrai que la loi E20, elle est là. Ça ralentit le groupe. Il faut faire très attention à tes communications et même quand tu débordes pas, on va dire tu débordes. Donc d'un coup, ça devient du merde, putain, je peux plus parler en fait. Je peux plus parler de ma marque, c'est un problème quand même. Quelques mois après le lancement, là, est-ce que l'aventure, pour l'instant, elle est positive? Elle est en stand-by, je te cache pas. Elle est en stand-by. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui commande Maison Bagarre et qui reçoit des canettes Maison Bagarre. Voilà, il y a pas. Les livraisons sont toujours actives, le stock, il y en a encore, donc il y a encore des canettes. D'ailleurs, franchement, les gens,
ils aiment bien nos canettes. Oui. Moi, j'ai goûté ta canette, elle est merveilleuse. Merci beaucoup, Désolée, je trouve aussi. Par rapport à la concu, Non, c'est de loin meilleur. Hein, je vais pas. Ah ouais j'ai même pas le droit de dire ça, mais en vrai, oui. Large. Non, franchement, on a un excellent produit. Après. Avec modération, toujours, on le précise. Hein. Oui, c'est important. C'est important. C'est important, bien entendu, de consommer l'alcool avec modération. Et c'est même pas une blague, c'est vrai. Bah oui, clairement. J'ai pas envie d'être responsable d'une quelconque consommation irresponsable, tu vois. Mais c'est clair que oui, il y a des difficultés. Quoi qu'il en soit, il y a des difficultés. Parce qu'en vrai, c'est un produit qui coûte 4 € l'unité, c'est un produit de grande distribution. Et que tu aies 2 millions d'abonnés ou pas, va vendre ta canette dans les grandes distribs, tu vois. Parce que si tu fais ta vente d'alcool en ligne, ça demande une communication assez récurrente. Et j'ai pas le luxe de me permettre une communication récurrente en vue de la loi qui encadre ce truc, quoi, tu vois. Puisqu'on parle des problèmes, il y a ton activité Twitch. Yes. On voulait absolument parler de ça, notamment les vidéos React sur les émissions. C'est mon foutu plaisir. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien nous ici, de manière générale, puisqu'on est les premiers à commenter les vidéos qu'on voit, sauf qu'on le fait pas sur Twitch, tu vois. Il y a eu des soucis avec TF1 à une époque. Ou pas avec TF1 directement, mais avec la société qui produisait l'émission. Ouais. Et tu peux nous expliquer ce qui s'est passé déjà pour les gens qui n'ont pas du tout suivi, en fait, tu regardes les émissions et tu les commentes à ta manière, évidemment. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ouais. Ça a pété. Mais en fait, ce qui s'est passé, et ouais, je commence à bailler, ouais. Maison bagarre. Non, ouais, maisonbagarre.fr. Non, en vrai, je vais te dire, quand j'ai commencé les React 4 mariages pour une lune de miel, franchement, c'était génial, tu vois, c'était un banger. TF1 m'a contacté, elle m'a dit, ah Oussam, on aime trop ce que tu fais, c'est vraiment trop cool. Est-ce que ça te dirait un jour de faire une émission avec l'animatrice, tu vois, genre, avec non, genre, pas avec en mode à l'époque, tu vois. Et ils m'ont dit, ouais, viens et tout. J'ai dit, mais je suis trop chaude, carrément. Okay. Pas de nouvelles, tu vois. J'ai dit, et ils m'ont dit, ouais, on revient vers toi et tout, on va voir avec elle, machin, si c'est possible. C'est elle qui a bloqué, c'est sûr. Je vais rien dire, moi je vais voir. Moi je sais déjà. Mais bon, bref. Et donc, du coup, ils m'ont dit, ils m'ont pas répondu, tu vois. Et c'est vrai que quelques temps après, ça commençait à prendre des proportions qui étaient assez énormes. Genre, quand la marque, on va dire, postait sur leur compte, c'était que des Océane, on a trop hâte d'avoir ton React et tout. Et je pense que ça a déplu d'une certaine façon. Donc ensuite, j'ai reçu un petit appel où on m'a dit, écoute, là, il va falloir que tu supprimes les vidéos parce qu'on a quelques soucis avec les droits d'auteur. J'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai dit, ok, j'enlève. Et je t'avoue que ça m'a bah oui, ça m'a rendu triste, ça m'a coûté. Les gens se sont plaints d'ailleurs. Oui, mais ça avait fait parler. À juste titre. Mais bien sûr, il y a des longueurs sur cette émission à la télé, mais c'est un enfer. Puis t'avais raison, la coiffure de la dame. Non, mais voilà, donc c'était dommage parce que c'est vrai que les gens ils aimaient trop et moi aussi ça me faisait plaisir de faire ça. Il y a Twitch, en parlant de Twitch, il y a des projets là encore ou il y a Ouais, plein. C'est quoi pour 2025 là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu sais, pour 2025, déjà, franchement, je suis en live Twitch tous les mercredis à 20h30. Voilà, le Twitch, c'est Océane Amsler, donc allez-y, allez regarder. On rigole bien, c'est drôle, c'est du React, c'est de tout, tu réagis à l'actualité, tu réagis à des émissions, parfois pas du tout, parfois c'est des trucs, des émissions spéciales, des Dr Love et j'en passe, il se passe plein de choses. Océane fourre-tout. Ah ouais, c'est ça, j'aime bien. Il y a combien de personnes là en live quand tu te connectes le mercredi soir, combien de personnes qui te suivent? Là ça dépend, tu sais, franchement, parfois ça peut être 9000, parfois ça peut être 2000, parfois ça peut être 10 000. Tu parles en simultané? Ah oui, ouais, en live. Non, pas au total, mais sur toute une session, tu sais à peu près combien de personnes tu touches ou pas? Comment ça, sur toute une session? Il y a les connexions en simultané, puis après quand tu termines, tu fais le compte de tous les gens qui sont venus. Ouais. Ah mais je regarde jamais. Tu regardes jamais ça? Non, je regarde jamais. Okay. Parce qu'en fait, moi, tu vois, mes rediffusions, enfin mes lives, je les reprends, je les réédite et je les mets sur YouTube. Tu vois. Donc après, je regarde pas, mais je crois que ça doit être du 300 000, des choses comme ça. Ok. Tu vois, 300, 400 000. C'est une belle audience. Ouais, c'est une belle audience. Mais face à YouTube, c'est pas grand chose. Tu vois, quand tu mets la rediff sur YouTube, c'est d'un coup, tu fais des 2 millions, tu vois. Ouais, ok. Et en parlant de YouTube, du coup, il y a des nouveaux formats, il y a des trucs sur lesquels vous travaillez là pour 2025 que tu peux annoncer évidemment. Ça, oui. Bah déjà, le Tu seras heureuse. J'appelle Alex. Alex, si tu écoutes. Non, Alex, il faut qu'il revienne parce que 2025, j'ai envie de filmer tout 2025. Et il y a d'autres projets, mais que pour l'instant, je préfère pas. Du coup, là, Tu seras heureuse, il y a une suite. Ouais. T'as prévu Quel une plaisir. Ouais. Ah, voilà, c'est bon. Ah non, tous les janviers, maintenant, ça y est, je serai là. Ok. Donc là, à date, janvier 2025, t'es heureuse? Ouais. Ah là tout de suite. Ah ouais, je suis extrêmement heureuse. Bon.
extrêmement heureuse. Voilà. Ouais. Parfait. Bon, Ah, on souhaite que ça on va reste comme terminer ça. là-dessus. Merci, j'espère que vous aussi. Bah, Ah oui, on est évidemment. heureux. Regarde-nous. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. On n'est pas compliqué, on est heureux. Ça va, on est heureux. Océane, on peut te suivre sur YouTube, la chaîne évidemment 1 86 000 pour l'instant. Merci de ce détail. Hein. Vraiment. Non, on est précis. C'est des chiffres ici. Ben, Ici, c'est aussi essentiellement des C'est chiffres. aussi beaucoup de Ouais. chiffres, un peu d'économie et de géopolitique de temps en temps. Quand il faut. Quand il faut. Ah, il faut pas souvent du coup. Voilà, allez la suivre si c'est pas déjà fait et allez mater ce documentaire, tu seras heureuse. 3 parties, ça vale facilement. C'est quoi? C'est des épisodes d'un peu plus de 30 minutes. Ouais, attends. C'est Ouais, ça. 30 Merci, minutes. merci beaucoup. C'est des chiffres, tu vois, c'est vraiment C'est des chiffres. Si vraiment c'est des pas moi, c'est elle. Merci Océane d'être passée nous voir. En tout cas, Merci c'était à cool. vous, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux pour Avec la plaisir. prochaine saison ou pour d'autres choses d'ailleurs. Et puis si tu veux venir faire l'Eki Coach avec nous, T'es la parler bienvenue. à Ah là l'oreille là. des chevaux, Allez. t'es la bienvenue.